Si nous ne sommes plus libres et si nous n'avons plus réellement de latitude, en revanche, la Russie a une latitude, c'est-à-dire elle a la latitude d'inverser ce qu'elle est en train de faire avec la Syrie, d'inverser la charge de la preuve. C'est-à-dire, pour le moment, c'est elle qui est sur la défensive, jusqu'à présent. Maintenant, elle pose le problème à l'Occident. Vous dites que vous voulez lutter contre l'État islamique, eh bien, allons-y, on y va ensemble, avec le concours des Nations Unies, avec le feu vert des Nations Unies, puisqu'il n'y aura pas d'opposition normalement au Conseil de sécurité. Tout le monde est d'accord pour lutter contre l'État islamique. Sauver Bachar el-Assad en même temps, mais par qui vous voulez le remplacer? Effectivement, on veut le remplacer par quoi? Par qui? Par des gens que nous finançons, que nous armons et dont les armes que nous leur avons fournies, nous encore, Occident, se retrouvent entre les mains des islamistes, sinon ceux de l'État islamique, ceux de Al-Nosra, qui est la branche armée sur le coin de Al-Qaïda, et nous trouvons ça très bien. Nous vendons des bateaux qui auraient dû aller à la Russie, nous les vendons à l'Égypte. Bon, pas de problème, l'Égypte, comme vous le savez tous, ce n'est pas du tout une dictature militaire. Les militaires, ce sont des bons samaritains qui ont sauvé l'Égypte de l'islamisme. Remarquez, je suis tout à fait d'accord avec cela. Mais quel intérêt de renverser Moubarak si c'était pour le remplacer par Sisi? À part que Moubarak était plus proche des États-Unis et Sisi est peut-être un tout petit peu plus proche de la Russie. Donc là, il y a peut-être un petit gain. Mais les navires en question, ils vont être financés par qui? Par l'Arabie Saoudite. Un grand pays démocratique également. L'avantage de la Syrie de Bachar el-Assad, même si effectivement les droits de l'homme tels que nous les concevons n'étaient pas respectés, mais les femmes allaient à l'université et n'étaient pas voilées, les chrétiens étaient protégés. Et nous voulons quoi? Que la Syrie devienne une sorte de protectorat de l'Arabie Saoudite. Donc là, les contradictions occidentales sont tellement fortes que la position, et nous le verrons certainement la semaine prochaine aux Nations Unies, la position de Vladimir Poutine est beaucoup plus forte que ce que peuvent être les nôtres. Et que, de la même manière que pour l'accord sur le nucléaire iranien qui a été signé dernièrement, la position de la Russie a été déterminante, il est vraisemblable que sur ce chapitre, la position de la Russie sera également déterminante. Et dans ce cas, eh bien, je pense que d'ici peu de temps, les problèmes sur l'Ukraine seront passés totalement à l'arrière-plan, d'ailleurs ils le sont déjà en grande partie, et que par ailleurs, le problème des sanctions ne se posera plus du tout dans les mêmes termes. Étant donné que nous sommes 28 dans l'Union européenne, il sera très difficile de les lever, mais on trouvera certainement des accommodations pour sortir de la crise par le haut et de trouver des restrictions qui font que si les sanctions sont maintenues, elles perdront une grande partie de leur efficacité, tout simplement parce que c'est notre intérêt à nous, la France, c'est l'intérêt également des Allemands qui ont perdu avec les sanctions pratiquement autant que nous et qui n'ont pas gagné ce qu'ils voulaient avec l'Ukraine, parce que l'Ukraine, effectivement, n'est rien. Du point de vue économique, actuellement, c'est un pays en faillite, en réelle faillite. Si elle ne trouve pas un accord avec ses créanciers, la totalité de ses créanciers, or il y a un créancier avec qui elle ne veut pas trouver d'accord, c'est la Russie, elle sera en faillite à la fin de l'année. Porter simplement une précision, effectivement, le soutien de l'Arabie Saoudite à Daesh est documenté, je crois. Mais je ne pense pas honnêtement que Vladimir Poutine soit un joueur d'échecs. Je pense qu'effectivement, c'est un judoka. C'est également un homme qui a appris ce qu'était que la politique internationale. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le panorama des quelques personnalités que nous connaissons à la tête des grands États, eh bien c'est le seul aujourd'hui qui soit réellement un authentique homme d'État.
Je voudrais peut-être interroger un petit peu le représentant de l'ambassade de Russie, parce qu'on revenir un petit peu sur les questions du Moyen-Orient. On lit ici ou là que les Russes, en ce moment, sont en train de s'installer à Tartous, à Latakié. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où est-ce qu'on est là? Est-ce que c'est vrai que la Russie est en train de livrer 28 avions? Où est-ce qu'on en est exactement dans cette affaire du grand jeu du Moyen-Orient? François, avant de nous attaquer le Moyen-Orient, bon, je voudrais tout d'abord remercier la délégation de l'Union d'avoir effectué ce voyage en Crimée pour fêter le 70e anniversaire de victoire sur le fascisme. Parce que, à vrai dire, il y avait très peu de Français à venir en Russie ces temps-là. Par exemple, on a invité même un détachement français à participer au défilé militaire lors de la parade militaire classique à ces temps-là. La France n'a rien répondu. On attendait la réponse pendant 6 mois et finalement, alors rien n'est venu. Personne n'est venu. Il y avait Monsieur Fabius qui est arrivé mais qui ne s'est pas présenté sur les tribunes. Il s'est caché, comme on disait. Et finalement, pendant le grand défilé, je parle du grand défilé sur la place Rouge, je ne parle pas de la Crimée, il n'y avait que 3 anciens combattants français qui sont venus et qui vraiment étaient très très contents de représenter la France là-bas. Et je sais que après, plusieurs anciens combattants s'approchaient de moi, de mes collègues, en disant « Écoutez, c'est vraiment dommage que nous n'ayons pas pu participer à ce défilé pour vous montrer la solidarité du peuple français. » Bon. Bon, maintenant, pour bien déterminer l'approche russe à la crise au Moyen-Orient, je crois qu'il faut attendre le discours du président Poutine. Il va se prononcer dans 2 jours à l'Assemblée générale de l'ONU. On attend qu'il expose un grand plan d'une coalition internationale pour lutter contre le Daesh. Mais je sais que les bases sont déjà préparées pour être vraiment solides à pouvoir lancer cette intervention conjointe. Je sais que nous avons mené des initiatives politiques avec les participants éventuels de cette coalition anti-Daesh. Nos diplomates ont beaucoup parlé avec les représentants des pays arabes, avec Israël, avec les États-Unis d'Amérique, avec l'Europe. Mais vraiment pour ne pas lancer, comme on dit chez nous, les mots dans le vide, je crois que le plus utile, c'est d'attendre encore 2 jours et tout sera clair. Bon, voilà une réponse diplomatique. Président. Vous vouliez intervenir peut-être sur le Moyen-Orient de nouveau. Oui, sur le Moyen-Orient, effectivement, c'est dommage de revenir aux choses sérieuses après le bon vin. Mais bon, c'est les nécessités du moment qui font loi, et les nécessités du moment, c'est effectivement comment faire pour que la communauté internationale se débarrasse de l'État islamique. Et en ce qui concerne la présence russe en Syrie, c'est une présence de longue date, ce n'est pas nouveau. La Russie disposait d'une facilité portuaire à Tartous et des possibilités d'utiliser les pistes d'atterrissage, enfin certaines pistes à l'attaquer. Et aussi bien la facilité de Tartous que les pistes de l'attaquer étaient relativement dans un état avancé de délabrement depuis quelque temps, en particulier à cause de la guerre. Et surtout,
la base navale de Tartous était pratiquement désaffectée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pratiquement plus de personnel, ni russe, ni syrien d'ailleurs, et dans la perspective d'une coalition internationale, depuis quelque temps, la Russie essaye de rétablir la navigabilité de la base de Tartous en l'amplifiant pour pouvoir accueillir des navires un peu plus importants, parce que jusque-là, c'était simplement des navires, ce que les Russes appellent de troisième rang, c'est-à-dire en fait des bateaux de petit tonnage. Et là, ce qu'ils voudraient faire, c'est pouvoir accueillir des bateaux de débarquement ou des frégates, éventuellement des croiseurs, de manière à pouvoir assurer leur maintenance. Et quant à la piste d'atterrissage, c'est très important, parce que c'est aujourd'hui pratiquement la dernière piste qui soit complètement utilisable, et non seulement par l'armée syrienne, mais également par les étrangers, par les avions étrangers qui vont se poser en Syrie. Toutes les autres pistes sont pratiquement ou détruites ou menacées par les armements de l'État islamique. Je n'aime pas dire Daesh parce que c'est exactement comme si, lorsqu'on parle de la CIA, on disait CIA. C'est simplement Daesh et les initiales État islamique en arabe. Donc je ne vois pas réellement l'intérêt. C'est simplement parce que l'organisation État islamique n'est pas un État et que cela peut prêter à confusion. Mais je pense que personne ne se trompe. Lorsqu'on dit l'État islamique, on voit bien la bande d'abrutis fanatiques coupeurs de tête que ça représente. Donc, si vous voulez, je crois qu'aujourd'hui, la présence russe, qui a été effectivement un peu amplifiée au cours des derniers temps, en particulier il y aurait 1700 hommes à Tartous, est essentiellement une assistance technique à l'armée syrienne et surtout des troupes destinées à rétablir la viabilité de l'aéroport et à amplifier le port. Ce ne sont pas encore des troupes combattantes, même si on reconnaît pratiquement d'une manière certaine aujourd'hui qu'il y a des unités russes de protection, mais qui sont des protections des troupes qui sont là pour développer les facilités portuaires et aériennes et également protéger les consultants et les conseillers russes auprès de l'armée syrienne. Voilà ce que je pouvais dire. Merci.